Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Ça brasse en France. Le premier ministre, pouf, il est out. Qui mieux de Jérôme Blanchet-Gravel pour nous en parler? Yes, merci Jérôme d'être là. Ça va être la dernière de 2024 pour toi. Donc, on va prendre une petite pause pour le temps des fêtes, puis on se revoit après ça en 2025. On te remercie d'être là avec nous autres. C'est tout le temps le fun. Ça nous permet surtout, en fait, je trouve, de parler de sujets qui sont souvent peu ou mal abordés. Pas ou mal abordés dans les médias. On a parlé dans 2024 évidemment, tout le phénomène de Javier Milei. On a parlé de ce fameux congrès des conservateurs, que ce congrès conservateur américain qui a eu lieu, américain au sens des Amériques, au Mexique, où tu avais rencontré le fils de Bolsonaro. Notamment, oui. Notamment. Donc, c'est le fun. On a l'occasion de parler de trucs qu'on n'a pas l'occasion de parler souvent. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on renvoie les gens. J'ai fait un petit cas de QR rapidement là, au bas de l'écran pour ce qui est de la conférence à Québec. Donc, on rappelle les deux conférences sur l'avenir des médias et la liberté d'expression. La première est à Québec, à la scène Le Bourgneuf, le 12 décembre. Jeudi prochain, oui. Donc, ça s'en vient, oui, 12 décembre. Donc, une présentation de Libre Média, évidemment. On a un beau panel d'invités. Je te laisse peut-être les rappeler aux auditeurs. Donc, je rappelle, Québec, il y a aussi celle de Montréal. Je vous donnerai le lien dans quelques instants. Mais pour l'instant, si vous scannez au bas de l'écran, c'est vraiment la conférence qu'il y a à la scène Le Bourgneuf. Là. C'est ça, donc le jeudi prochain à Québec et dimanche, pas prochain, mais l'autre la semaine suivante, dimanche le 15 décembre. Donc, il y aura Yann Sénéchal, que vous connaissez un petit peu, et deux Français, deux figures de proue. On est 5 figures de proue, finalement, des médias indépendants sur scène. Yann Sénéchal, Alexa Lavoie, que vous connaissez de Rebel News. Moi-même, Alexis Poulain, oui, très connu en France, donc qui, lui, dirige le média indépendant Le Monde Moderne, et Nicolas Vidal, qui, lui, dirige le média indépendant Putsch. Donc, des discussions très intenses. Hein? Il risque d'avoir des débats aussi au travers. Donc, on va se poser la question aussi, qu'est-ce que ça fait, évidemment, la réélection de Donald Trump pour le monde médiatique? Certains s'en doutent un peu, mais il y a quand même matière à creuser. Oui, c'est une bonne occasion aussi de te rencontrer, de venir nous rencontrer aussi. Moi, je vais être là comme auditeur c'est pour celle de Montréal. Donc, Comme j'ai fait cette semaine avec Jeff Caron, ça fait changement de ne pas être sur la scène des fois. Oui, c'est ça. Ça fait, des fois, c'est plus relaxant, en fait. Mais c'est ça. Fait que les gens, ça fait ça fait des mois maintenant qu'on se fait demander, pour ne pas dire des années, de faire un événement à Montréal dans le cadre de Yann et Frank. Ben, ce ne sera pas un événement Yann et Frank, mais Yann va être parmi les panélistes. Puis moi, je vais être là aussi. Fait que si vous voulez nous rencontrer, c'est le bon moment pour le faire. L'événement de Montréal, lui, sur le point de vente, je crois. Oui, c'est ça. .com. Donc, les liens, en fait, si les gens les cherchent, là, sont tous épinglés sur tes réseaux sociaux, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, il y a des billets en ligne aussi, bon, pour ceux qui nous écoutent de plus loin, là, qui sont ni à Québec ni à Montréal, moins dans ces régions-là. On a sorti des billets en ligne aussi, là, qui sont évidemment, dont le prix est adapté là, pour la formule en ligne. Donc, ça avait été beaucoup demandé. Donc, enfin, c'est aussi disponible écoute, c'est également épinglé quelque part, là, allez voir ma page Facebook, mais ça se trouve assez facilement. Là. Ce que je venais de faire apparaître à l'écran, Jérôme, c'est on a demandé aux gens qui ont eu leur wrap-up de Spotify hier de nous envoyer leur classement si on en faisait partie. Évidemment, il y a plusieurs gens qui nous l'ont envoyé de notre côté. Et à l'occasion, on voit apparaître le libre podcast au travers de la sélection de plusieurs personnes. Il commence à se faufiler. Nos digressions intellectuelles et voire théologiques. Dans le cas-ci, le Seb qui nous a partagé ça sur Twitter, on voit que vous faites partie de ces sélections également. Donc, le libre podcast de Tranquillement fait son chemin également avec Francis. Dans un style radio-canadien d'extrême droite.
Ouais, c'est ça. C'est ça pareil, hein? Radio-Canada d'extrême droite, imaginez-vous. Donc, le ton radio-canadien avec Oui. évidemment l'idéologie libertarienne, La tronçonneuse. théologico-réactionnaire. Ouais, c'est fou comment tout ça est mélangé Ah maintenant. oui. On peut être à la fois libertarien et d'extrême droite. On peut être Vous êtes. pour Poutine, pour Milei à la fois, alors que, bon, Milei représente les intérêts des États-Unis forcément dans la région. Oui, c'est ça. Toutes Ben, les c'est comme les. contorsions sont possibles. Oui, Hein? toutes les contorsions sont possibles. C'est un peu comme les médias américains, notamment, qui, pendant des mois, ont fait spinner l'idée que Trump serait en fait la réincarnation d'Hitler. Maintenant, ils l'accusent d'être trop pro-Israël. Donc, c'est un peu. Hitler Ah, est un allié historique d'Israël, comme chacun sait. Là. écoute, on voit même des gens qui s'inquiétaient énormément de Donald Trump, qui était un potentiel fasciste aux États-Unis, mais qui aujourd'hui applaudissent le gouvernement du Québec d'enlever la liberté de circulation aux médecins qui sortent de l'université. C'est fantastique. C'est fantastique. Ouais, Ouais, Tout, c'est ça, tout c'est peut un être autre mélangé. dossier, effectivement. C'est assez spectaculaire. Ben, écoute, tant qu'être dans l'extrême droite, j'ai peut-être envie de te lancer sur le sujet qu'on voulait jaser, entre autres, aujourd'hui avec l'intervention hier de Marine Le Pen en chambre à l'Assemblée nationale, finalement. Donc, chacun, comme les gens le savent un peu, là, on reviendra sur le détail de la mécanique après, mais bon, après des semaines et des semaines de tergiversation sur qui allait former le gouvernement en France, donc Macron avait finalement nommé Michel Barnier, pour être son premier ministre. Et comme ils n'ont pas de majorité, donc ils sont soumis à des votes de confiance. Je le mets en termes québécois, là, eux autres appellent ça motion de censure, mais C'est ça, oui. c'est un vote de confiance finalement sur le budget. Donc là, il devait présenter le budget 2025 pour le pays. Il y avait toutes sortes de mesures là-dedans, des hausses de taxes pour les gens plus fortunés. On parlait aussi de baisse de services dans certains cas. Donc, c'est un espèce de budget qui décevait tout le monde parce que c'est des baisses de services, la gauche n'est pas contente, et des hausses de taxes, la droite n'est pas contente. Donc, en fait, je ne sais pas à qui il pensait plaire avec ça, peut-être aux bureaucrates de Bruxelles, je ne sais pas. Là. Mais donc, évidemment, ça n'a pas passé. Et voici l'intervention en chambre de Marine Le Pen. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Allez, silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voilà arrivés au moment de vérité, un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstances et finalement d'apparence. Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination à Matignon, le Rassemblement national avait fait un choix responsable, transparent et loyal. Vous prendre au mot lorsque vous vous disiez prêt à construire un texte garantissant, je vous cite, des dépenses maîtrisées, un effort juste et une France souveraine, et à tenir compte des attentes légitimes de nos 11 millions d'électeurs pour atteindre ces trois objectifs. Nous avons voulu croire, manifestement à tort, que vous ne seriez pas le simple continuateur d'un système rejeté lors des dernières élections, mais un bâtisseur sincère, conscient des souffrances du pays, capable d'appréhender les nouveaux équilibres politiques et de rendre enfin la parole à ces millions de Français ignorés comme effacés de l'esprit des gouvernants. Mais au fil de ces 3 petits mois, il est apparu que vous étiez en réalité à la tête d'un gouvernement dépourvu de toute assise démocratique, y compris au cœur de votre soi-disant socle commun, un socle par ailleurs miné par les ambitions personnelles et les manœuvres de couloir qui le rongent. Donc, c'est quand même assez sans équivoque comme déclaration. Comment tu qualifierais le paysage français là, ce matin? D'aucuns disent que le pays est devenu en fait ingouvernable. Oui, effectivement. Ben écoute, on va vers une nouvelle crise politique en France. Là, ça se dessinait évidemment depuis juin 2000. Depuis les européennes, presque. Juin dernier, c'est-à-dire, oui, c'est ça, depuis que Macron a dissous l'Assemblée nationale. Donc, c'est un geste qui est un peu incompréhensible. Rappelez-vous, là, c'était pour finalement riposter, c'est ça, au score dit historique là, du Rassemblement national. Donc, on s'est demandé pourquoi Macron avait fait ça pour finalement se ramasser avec une situation qui est pire. Donc, il y avait encore moins la maîtrise de son Assemblée nationale. on rappelle aux auditeurs que, le président ne siège pas, lui, là, à l'Assemblée nationale. Donc, toujours le président qu'il faut distinguer du premier ministre.
Donc, une sorte de gouvernement un peu en deux têtes, là, mais c'est quand même très curieux quand même, hein, comme système, celui de la France, cette espèce de monarchie présidentielle où le président, lui, bon, il se dégage Ouais. finalement de. Il n'est pas tout à fait responsable, dans le fond. C'est parce que lui, il n'est Mais pas là, hein, il ne siège ouais. pas. Donc, Tu lui, as il regarde plusieurs pays ça à européens. la télé. C'est quand même incroyable, non? Ouais, tu as plusieurs pays européens qui ont un système qui ressemble à ça. En Allemagne Oui, aussi, oui. avec le chancelier. Tu sais, c'est un système, je pense en Israël aussi, tu as ça comme système. Donc, le président, le premier ministre, il y C'est en très a un répandu. Le système français est très répandu, là. c'est ça, c'est un système qui est répandu, mais là, il y a des gens qui disent. Parce que, en gros, ce qui s'est passé, pour le rappeler aux gens, les européennes ont eu lieu, l'élection. Le Rassemblement national est arrivé en tête, largement en tête. Est arrivé, Macron dissout la Chambre, l'Assemblée nationale, comme tu l'as rappelé. Ça, c'était le gouvernement de Gabriel Attal là, qu'on C'est a le reçu au Québec. C'est ça. Donc, une Absolument. multiplication des premiers ministres qui dure pas. C'est ça. Récemment, il y Et, avait une femme aussi, là, dont oui, Borne. Ça, c'était Borne. avant Attal, là. Exactement. Donc, c'est un après l'autre. Il y a une instabilité qui est là. Donc là, Macron fait le pari de dissoudre l'Assemblée. Au premier tour, sans surprise, le Rassemblement national arrive premier très fort. Et là, on concocte la fameuse stratégie de faisons barrage à l'extrême droite pour le deuxième tour pour finalement bricoler un score où le nouveau Front populaire, qui est cette espèce de recomposition de la gauche et de l'extrême gauche, arrive avec plus d'élus, mais en ayant moins de votes, le RN. Les macronistes ont quand même beaucoup d'élus, malgré qu'ils finissent en réalité troisième, je crois, en intention de vote. Fait que ce système de stratégie triangulaire-là, ou même des fois c'était des courses à quatre, je te retire, gratte-moi le dos, je te promets un poste, avec finalement, Macron a finalement nommé un premier ministre qui a en fait aucune légitimité électorale ou démocratique. Ce gars-là sort de nulle part un peu. Il Les représente un. républicains, hein, c'est ça. Ils sont C'est bien ça. pratiques, là, encore, pour s'écarteler, là. Donc, mais là, tu sais, il y a comme deux théories en ce moment, parce que de ce que je comprends au niveau de la mécanique, il ne peut pas relancer de législatives avant quelques mois. Avant juillet prochain, Macron. Donc quand même. là, ouais, c'est ça, avant juillet prochain. Donc, Il y avait- c'est plus que quelques mois, là, donc ça va durer. Ben, Mais c'est ça, c'est 6 mois. poursuis ton idée, Frank. Ben, ce que j'allais dire, c'est que je vois passer toutes sortes de choses, puis je voulais avoir ton avis là-dessus, parce qu'il y a des gens qui disent, comme il ne peut pas relancer de législative, en gros, il lui reste deux options. Soit il essaye de rebricoler un gouvernement, et là, on va prendre un peu pour acquis que le budget de l'année passée va faire office de budget. C'est ce qui normalement doit arriver quand un gouvernement tombe. Et l'autre théorie, c'est que là, il est arrivé au bout de ses solutions et il pourrait démissionner. Il pourrait y avoir une Carrément. deuxième motion de censure avant juillet OK. prochain. Et là, effectivement, dans ce scénario-là, il serait contraint de démissionner. Donc, Le président est obligé de démissionner s'il y a une deuxième motion de censure sur son premier ministre. constitutionnellement, ce serait ça. C'est du moins ce que nous dit Ghislain Benessa dans un OK. entretien hier publié à Libre Média. Là. Donc, il OK. explique justement toute la mécanique là, de ce qui est en train de se passer. Donc, constitutionnellement, c'est ça. Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant juillet 2025. Il y a un délai d'1 an entre deux de dissolution. Et donc, le président devra nommer un nouveau premier ministre en tenant compte de la composition actuelle du Parlement, qui est très éclatée. Et si ce nouveau gouvernement échoue à obtenir la confiance du Parlement, toujours Ghislain Benessa qui nous dit ça, une autre motion de censure pourrait être adoptée et à ce stade, Macron pourrait être contraint de démissionner. C'est bon, il faut. Donc, toi, tu ne penses pas qu'il pourrait le faire dès les prochains jours, par Il exemple? est très mauvais perdant. Là. Si on fait un peu de Ouais. psychologie politique, il s'accroche au pouvoir comme jamais. Ça, c'est clair. Un peu comme Trudeau qui est allé à Mar-a-Lago sans aucune légitimité, finalement. Bon, est-ce que ça a payé? Sans doute. Peut-être qu'il a raccroché quelque chose en même temps. Donald Trump est en train de se foutre de la gueule du Canada. Ça a été un peu un dîner de con, je pense, là-bas. Mais bon, on va rester sur notre sujet. Ouais, on Donc, reviendra Macron après, s'accroche peut-être. au pouvoir. Il est mauvais perdant. Il se croit, il se pense en grand stratège. Il pense qu'il est capable de naviguer dans toutes ces eaux-là. Donc, ça va dépendre un peu de son orgueil. Rappelez-vous aussi que, je pense que c'est samedi, il y a la réinauguration de Notre-Dame de Paris. Donc, très mauvais timing. Donald Trump est attendu, d'ailleurs, je pense. Alors qu'au début, au départ, il avait refusé d'y assister. Bon, Macron ne s'entend pas tout à fait bien avec Donald Trump, et surtout inversement. Donc, le timing est mauvais parce que, il faut quand même bien comprendre que la réinauguration de Notre-Dame, c'est le grand coup politique finalement de Macron. Là. C'est son œuvre, il se pense, c'est l'empereur finalement qui
a restauré Notre-Dame et c'est très beau, c'est très réussi. Donc, c'est un peu et ça s'inscrit dans sa philosophie politique, c'est-à-dire c'est l'ancien et le nouveau. Là. Donc, bon, lui, il veut incarner ça. Donc, même qu'on avait pensé au début de mettre une flèche en vert, je pense, là, bon, ça a été écarté. Ouais, il se voit vraiment, lui, comme genre de, je sais pas, Vespasien qui inaugure le Colisée. Ou, tu sais, Oh oui, il y mais a- en il y a- même temps, en même temps, c'était réussi. Ils ont vraiment réussi. Là, vous savez, c'est une œuvre magistrale, le recours à des artisans. On est allé chercher les plus beaux chênes dans les forêts françaises selon les techniques médiévales. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Là, Ils qu'on a vont-tu fait à ramener le gars Notre-Dame. peinturant en bleu à l'inauguration, tu penses? Pardon? Ils vont-tu ramener le gars peinturant en bleu qu'on a eu aux Olympiques à l'inauguration? Ah, ouais. Ouais, ça a été moins réussi, tu vois. Ben, il y a deux mauvais timing. À les Jeux olympiques, une dissolution de l'Assemblée, et une crise politique avant même les Jeux olympiques, et là, une nouvelle crise politique avant même la réinauguration de Notre-Dame de Paris. Donc, c'est des très mauvais timings pour Macron. Honnêtement, tu sais, il va falloir qu'il se concentre là-dessus en fin de semaine, là, parce que c'est un immense dossier, mais il ne doit pas être très content de ça. Mais en même temps, la première dissolution, rappelons-le, c'est lui qui a provoqué tout ça malgré tout. On se Ben demande oui. pourquoi. L'autre chose intéressante à observer, évidemment, c'est la drôle d'alliance entre ce qu'on appelle, évidemment, encore dans les médias, l'extrême droite, là, entre guillemets, et l'extrême gauche, elle qui est moins nommée parce que c'est toujours c'est toujours la droite qui est extrême, la gauche, elle, n'est jamais extrême gauche. Hein, vous savez bien, donc Québec solidaire n'est pas un parti d'extrême gauche. Ben, même, je m'excuse-moi de te couper, là, mais l'an passé, rappelez-vous que des journalistes nous disaient au Québec, très sérieusement, on a regardé dans la définition que donne le ministère, pas le ministère de l'Intérieur, mais je ne sais pas trop, mais en France, là, il y a une officine qui dit que non, un groupe qui contient le Parti communiste n'est pas un parti d'extrême gauche. Donc voilà, C'est c'est toujours un réglé. politologue de Oui, plateau qui vient nous expliquer. oui, un peu comme il y a peut-être 2-3 semaines, là, on avait l'espèce de numéro de guignol. Là. Écoutez, j'ai ouvert un dictionnaire et woke, c'est écrit dedans, quelqu'un qui se préoccupe de la justice sociale. Donc, je vois pas où est le problème. Là. Tu te dis, ben oui, mais c'est sûr que si vous utilisez des définitions d'enfants de maternelle pour vos trucs ou d'attardés mentaux, je veux dire, c'est sûr qu'il y a le Conseil d'État. Oui, c'est ça, c'était le Conseil d'État. Non, mais je sais pas, on dirait qu'ils font exprès de jouer au jeu aux crétins. Là. Mais oui, finalement, le gouvernement tombe à cause d'une alliance, entre guillemets, des deux specs de l'hémicycle. Oui, c'est bien spécial. En même temps, c'est un phénomène qu'on voit quand même Est-ce qu'on voit de plus en plus, peut-être? Ben, tu sais, déjà, tu sais, Steve Bannon, rappelez-vous, hein, j'ai lu un livre cette semaine, qu'il fallait que je lise depuis longtemps, Les ingénieurs du chaos, là, qui est de M. Da Empoli, un Italien. Qui lui est très critique de ce qu'il appelle la droite alternative, des fake news, lui qui croit un peu aux usines de bots, etc. Mais il y a des choses intéressantes quand même pour expliquer le phénomène populiste dans ce livre-là. C'est assez fécond malgré tout. Et il nous explique, il nous rappelle en fait que Steve Bannon, lui, rêvait de ça au départ, hein, très tôt. Une grande alliance entre finalement les droites et les gauches populistes. Et c'est un peu quand même ce qui s'est produit récemment avec le ralliement de Kennedy aux États-Unis. Et là, on s'écarte un petit peu, mais il faut quand même prendre un peu de perspective là, pour regarder le panorama global. Et donc, Steve Bannon, lui, a un peu prophétisé et surtout encouragé le ralliement de ces droites et gauches populistes. Et c'était quand même un peu ce qui est en train de se passer en France, malgré tout, même si les deux camps peuvent se détester, mais il y a des points de convergence assez importants. Et la première expérience politique qui a mené à ça, c'est en Italie. Et ça a été très instructif. J'ai écrit un article aussi à Libromédia cette semaine, peut-être que Frank, tu pourrais le montrer, sur l'origine de l'emploi du mot caste. Parce que j'ai lu un livre, donc j'ai acheté à Madrid, je ne sais pas trop. En tout cas, bref, ça intéresse les gens. J'ai lu un livre dans les derniers mois qui explique que Javier Milei, et je ne le savais pas, n'est pas le premier à employer le mot caste. Finalement, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie qui est le premier à avoir employé et à avoir identifié, même stigmatisé, entre guillemets, la caste. Donc, la casta, vous savez, c'est toujours le mot. Casta politica. Qu'emploie Javier Milei, c'est sa marque de commerce. Et là, je me suis replongé dans cette expérience italienne du mouvement 5 étoiles qui combine, en fait, qui réussit un dépassement du clivage gauche-droite, rêvé par Steve Bannon. Finalement, le mouvement 5 étoiles s'est essoufflé en 2018, mais ça a été la première expérience, c'est ça, d'un dépassement du clivage gauche-droite. Et on le voit actuellement en France. On l'a vu avec le Kennedy qui s'est rallié à Trump.
on est en train d'assister quand même, peut-être, c'est ça, à une sorte de. Ben, c'est ce qu'on appelle finalement l'élite contre le peuple. Bon, c'est un peu réducteur malgré tout. Hey, Mais écoute, ce Jérôme, ce que tu dis paradigme-là, là, ouais, Milei qui n'a pas inventé tout ce qu'il a utilisé, on s'est rendu compte hier dans le trio économique, dans la partie Patreon, que Javier Milei n'a pas inventé l'utilisation de la tronçonneuse non plus. On a non trouvé un plus. politicien qui l'a fait avant lui. Oui, Et le c'est qui, gouverneur de l'Idaho. Frank Le gouverneur de l'Idaho avec la baisser chainsaw, mon ami. le gouvernement de l'Idaho, hein? L'Idaho, juste peut-être descendre et montrer le Ouais, personnage, bon, l'Italien, là, qui celui-là lui ici. est vraiment. Bon, Beppe Grillo, c'est un des premiers qui a Oui, Beppe popularisé Grillo. l'emploi du mot casque. Puis il faut dire, bon, c'est 2 pays latins. Hein. Puis vous savez, l'Argentine est très italienne. Hein. Milei, d'ailleurs, c'est un nom italien, ça, là. Donc, tu as des milliers et des milliers d'immigrés italiens qui sont arrivés en Argentine Oui. et leur accent, d'ailleurs, la caché, tout ça, c'est italien. Là, le Che Guevara, là, comment ils parlent, vraiment, on peut dire que les Espagnols ont un accent italien. Les Argentins ont un accent italien en espagnol. C'est très étrange. Là. Mais Enfin, c'est quoi la différence entre ce que tu décris et ce que Bannon aussi faisait la promotion? Parce que les adversaires de cette idée-là, qui est, à mon avis, c'est pour ça que je te pose la question, c'est beaucoup de gens avaient décrié ça historiquement comme étant le fameux, les rouges-bruns qu'ils appelaient. Là. ouais, Donc, c'est ça. l'idée que disons ça très grossièrement, que les communistes et les fascistes peuvent s'allier contre la société libérale, finalement. Là. Oui, Est-ce que c'est ça, il faut faire attention. Ouais. Faut faire attention. Dans le cas européen, c'est ça, et dans le cas français, faut effectivement faire attention à ce que ça ne prenne pas des formes, par exemple, antisémites, là, parce que, bon, historiquement, c'est vrai que bon, l'extrême droite française a été traversée par l'antisémitisme. Là, c'est une réalité qu'il faut reconnaître. L'extrême gauche, actuellement, bon, parce que ça veut dire aussi comme l'extrême, bon, je me mets toujours entre guillemets, mais donc, M. Mélenchon, etc. Bon, avec la question palestinienne, on sait quand même qu'il y a à gauche actuellement, à l'extrême gauche, en France, un antisémitisme aussi. Là. Donc, aujourd'hui, qui est plus porté par l'extrême gauche que l'extrême droite, toujours entre guillemets. Donc, je pense qu'il faut faire attention quand même à ne pas être trop radical dans cette approche là, qui oppose quand même l'élite et le peuple, même si c'est un paradigme qui actuellement qui domine. Là. Puis c'est ça qui a mené à la réélection de Trump. Donc, il y a forcément je veux dire, une déconnexion d'un establishment par rapport aux préoccupations populaires. Pour moi, c'est très, très clair. Mhm. Mais il ne faut pas tomber dans la caricature non plus. Là. Donc, il s'agit quand même de rester mesuré dans tout ça. Et Milei, c'est ça. Johnson, c'est ça aussi. Les coupes de cheveux. C'est-à-dire que la droite punk, c'est ça. Là. C'est un peu le dépassement de ce clivage Ouais. gauche-droite. Ce que Dame Poli appelle le carnaval populiste. Et je trouve ça très brillant, en fait, même si Ouais. M. Dame Poli est un critique de la désinformation russe et tout ça. Puis bon, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances à apporter malgré tout à son livre. Mais Ben, l'image du carnaval, c'est quand même ça, Trump, là, qui fait du trolling, une espèce de renversement des. Un renversement, pas juste ben, des clivages, mais comment dire, pas des valeurs non plus, mais cette espèce de moquerie aussi, d'esprit moqueur, ses coupes de cheveux, Milei, Johnson. Bon, tu avais aussi une sorte de John Lennon italien qui était un des architectes aussi du populisme italien. Les gars ont l'air de vedettes rock et c'est apparemment la droite réactionnaire. Là, donc, on est devant quelque chose de très nouveau. ouais. Ben, C'est c'est assez ce fascinant. que Ben Shapiro parlait de ça il y a quand même au moins un an de ça, à un moment donné, dans une intervention. Il disait, en fait, on est en train de déplacer. Parce que, tu sais, tout se définit toujours par rapport à son contraire. Donc, évidemment, si vous êtes dans une société qui est dominée par la droite, les gens qui vont être anti-système et rebelles seront les gauchistes. Donc, ça va de soi. Mais si vous êtes dans une société où les gens qui sont incrustés au pouvoir, l'establishment qui est là, pour reprendre des mots que les gens connaissent plus, sont plutôt de gauche, social-démocrates ou même socialistes, ben les gens qui vont être rebelles et qui vont s'opposer à l'ordre établi seront des gens de droite. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'aux États-Unis, le gauchisme est tellement incrusté dans les institutions, dans les universités, même au sein des grandes entreprises, dans les gouvernements locaux, dans les mairies, un peu ce qu'on voit au Canada aussi, qui dit que maintenant, en réalité, la contre-culture, la culture presque punk, en fait, ce sont les gens avec des casquettes rouges à la tête, là. T'sais, il dit maintenant, quelqu'un qui est un rebelle sur un campus universitaire, c'est la gang à Charlie Kirk qui arrive avec les Ah oui. casquettes MAGA puis les drapeaux des États-Unis. Puis c'est eux qui sont comme en fait
les espèces de weirdos marginaux, entre guillemets. Là. C'est pas négatif, comme je le dis, mais ils sont, en fait... Il y a 30 ans, ces gens-là, il y avait des chandails marqués Dead Kennedys dessus, puis c'était des punks. Là. Il y a une droite punk, c'est clair. Ouais, c'est ça. Milei, c'est clairement ça. Là. Et regardez, et même qu'il y a un groupe punk en Argentine qui a consacré une chanson à Milei. Donc, c'est concret. là. C'est comme si NoFX argentin, Ouais, c'est ça. le NoFX argentin prend pour Javier Milei. là. C'est ça qui s'est passé. Donc, c'est même à se demander si aujourd'hui, pour être un grand leader de droite, ça prend pas une coupe de cheveux bizarre. Ah, mais tu regardes Trump, Boris Johnson, coupe de cheveux quand même questionnable également. Ouais, ben ça, Javier tu l'as. Milei, bon, ça passe aussi. Monsieur l'Italien qu'on vient de montrer à l'écran. Donc, tu as toute une panoplie de leaders de droite qui ont une coupe de cheveux spectaculaire. Mais tu sais que ça, c'est une forme tu parlais du trolling tantôt de Donald Trump. Ça renvoie à un truc que les auditeurs connaissent, qui est mon fameux théorème du sécateur. C'est l'idée que vous savez que chez la... Non, mais c'est vrai, allez sur Google et écrivez « leftist haircut ». Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que les gens de gauche sont fiers depuis très longtemps d'arborer des coupes de cheveux un peu dérisoires avec des cheveux coupés de même. Repensez aux cheveux de Catherine Dorion. Pensez, ces gens-là... Une espèce d'inspiration de Bernard Ce Adamus podcast est en en version train de féminine. déraper. Non, mais il y avait une forme de protestation chez ces gens-là d'arborer une certaine laideur stylistique dans le but d'afficher une espèce d'anticonformisme. C'était l'idée, Catherine Dorion, d'arriver bien en coton ouaté à l'Assemblée nationale. C'est cette espèce d'esprit-là. Et je pense qu'il y a une partie des gens de cette nouvelle droite-là, de cette nouvelle droite punk-là. Puis tu le vois, c'est vraiment ça. C'est Javier Milei avec les cheveux tout croche, Boris Johnson, les cheveux tout croche, Donald Trump, évidemment. Bon, ça a toujours été une caractéristique de sa personne, mais ce sont des gens qui arrivent un peu débraillés, un peu... ben oui, Bon, après, c'est ça, il y a des nuances. Poilievre, évidemment, n'embarque pas là-dedans. Marine Le Pen n'en fait pas partie non plus. On ne retrouve pas cette droite punk en France. C'est ça. On la retrouve dans quel autre pays? On la retrouve en Italie actuellement. Mélanie non plus n'est pas de la droite punk. Donc, ça... Poilievre est plus BCBG, là. Mais on assiste à ça. C'est même un gars comme Elon Musk, c'est un gars qui porte des t-shirts, des côtes de cuir. On n'est pas non plus dans quelqu'un qui a un complet 3 pièces qui se prend pour un dandy. Là. Donc, on est quand même vraiment devant un nouvel esprit. Là, donc, c'est bien. En tout cas, il faut en tenir compte parce que, évidemment, ça ne s'est jamais discuté dans les médias traditionnels. Ouais. Mais c'est ça, devant une nouvelle ère politique. Et moi, être un stratège, je pense qu'en tout cas, il y a vraiment un appétit actuellement pour ce genre de leader-là. Et je pense que Javier Milei, dans le fond, c'est un personnage qui est beaucoup plus étudié qu'on pourrait le croire. Là. Les gens vont dire ce gars-là dit des niaiseries, tout ça. Il a déjà dit qu'il faisait de l'espèce de télépathie avec son chien, tout ça. Mais Javier Milei, c'est pas accidentel, là, ce truc-là. Là. C'est-à-dire, quand tu regardes la constellation des acteurs, quand tu comprends et que tu retournes en Italie, justement, le laboratoire par excellence politique par excellence, qui est vu par Steve Bannon comme l'expérience qui doit être répliquée ailleurs, parce qu'il y a aussi un peu quand même d'ingénierie sociale à droite, là, c'est-à-dire la droite veut limiter évidemment les pouvoirs de l'État puis tout ce que, toutes les mesures liberticides qu'on a vues récemment, mais il y a quand même des architectes aussi, ça reprend la formule d'Ampoli, qui étudie quand même là, tout ça. Là. C'est-à-dire qu'il y a une science derrière ça, malgré tout, une science de la communication. Et en Italie, par exemple, le recours, ça a été une des premières sociétés où on a utilisé massivement les réseaux sociaux, là, puis avant l'avènement du meme, etc. Mais comment propager un mouvement par Internet. Là. Donc, ces techniques-là ont été quand même testées, c'est ça, par les populistes italiens, même avant Donald Trump là, aussi. Donc, en tout cas, bref, c'est toujours bien. On voit que les lectures, c'est toujours bénéfique. Il faut lire des livres pour comprendre là, ce qui se passe. Il y a un peu aussi le fait qu'on dirait que chez beaucoup de leaders émergents des partis de droite, il y a l'idée finalement d'embrasser un peu de manière déconfinée le rôle du méchant. C'est donc, un peu Joker, hein?
Ben, c'est un peu ça. Tu regardes même on disait Poliev embarque pas trop là-dedans, mais sur ce point-là, il embarque là-dedans. Poliev est un peu le méchant, les lunettes fumées, pousser de la bad fonte. guy, ouais. L'espèce de. En fait, c'est comme c'est la droite bombe. C'est les leaders de droite. Non, mais c'est ça pareil. Regardez Milei avec son côte de cuir, la scie mécanique. Non, oui, c'est ça. Ouais. Trump, il y a un côté. Il faut maintenant que ces leaders-là dégagent une espèce d'image de bad boy ou de. Faire des Jeff Bezos. Exact, faire des Jeff Bezos. Écoute, Jérôme, on est un petit peu plus pressé dans le temps aujourd'hui vu que tu as des obligations, mais un passage de Jérôme Blanchet-Gravel n'est jamais un passage de Jérôme Blanchet-Gravel sans un grand enjeu. J'en ai gardé un pour toi ce matin que j'ai trouvé absolument savoureux. C'est peut-être pas non, t'as peu. Oh mon Dieu. T'es allé trop vite, Frank. Ben oui, mais là, c'est fait. Là. Fallait que je finisse mon idée de Jeff Bezos quand même, là, pour les auditeurs. Allez-y. Il me reste. C'est ça la définition même de gars qui a viré bad boy? Oui, c'est carrément ça. C'est le gars qui est en train de devenir Alex Jones. VIP. C'est un peu ça, là. Regardez son look. Beauté, disons, plastique, là. Beauté entre guillemets. Là. On parlait de Jeff Bezos. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais là, quand même. Hein. Donc, c'est ça, Jeff Bezos, mais qui a été surnommé Jeff Bozo par Donald Trump, jadis naguère, qui est un autre cas de figure. Donc, grand enjeu ce matin dans le Journal de Montréal, vomissement et diarrhée, un grand nombre de touristes malades dans un hôtel de Punta Cana. Donc, c'est dans la section Monde et Amérique. Ben oui, imagine-toi. Il faut le dire. Donc, probablement un des articles les plus cliqués de la journée. Oui, avec une pub pour Cora Déjeuner, je ne sais pas trop. Là. Donc, c'est l'agence. Ben écoute, c'est la vidéo comme ça que j'ai arrêté, parce que ça part tout ça. Donc, c'est quand même une dépêche de l'agence QMI, il faut le dire, c'est quelque chose de sérieux. Donc, vomissement et diarrhée. Des touristes qui séjournent au Sunscape Coco à Punta Cana ignorent ce qui cause cette éclosion. Donc, on dit que ce serait logiquement... Il y a un expert qui parle quand même. Donc, ça serait logiquement une gastro-entérite, mais ça ne s'arrête pas, témoigne Nathalie Giroux. Lâche le Pina Colada, Nathalie. C'est incroyable, donc, des témoignages. Oui, donc il y a une femme ici, on ne sait pas trop si elle est assise sur le bol de toilette, mais elle a l'air quand même à forcer. Ben, moi, je pense qu'ils vont pouvoir garder la photo pour un article sur la crème solaire aussi. Mais écoute, c'est délirant. Écoute, ça ne s'améliore pas, là. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi Dominique Tourigny, un Québécois, là, lui, doit se marier au Sunscape Coco à Punta Cana. Et il dit là, on était très heureux, un groupe de 27, et il dit je vous dirais qu'on vient de passer d'une journée de rêve à une journée de catastrophe. Donc, ça prêtait à ce genre de reportage-là. Eux sont contents probablement d'apparaître là, mais. Mais dis-toi qu'il y a 80% du salaire du journaliste qui a été financé par l'État. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point aussi, dans ces pays-là, la diarrhée, c'est comme pas un problème. Même que c'est tragique, là, mais mettons à Cuba, le monde a en diarrhée à l'année. Là. Les gens mangent trop mal. Le régime, écoute, c'est fini, Cuba. Là. Donc, non, mais c'est un privilège blanc que de se plaindre de la diarrhée dans ces pays-là. En République dominicaine, c'est moins pire, mais à Cuba, ceux en pharmacie, là, par exemple, vous parlez avec des locaux, vous leur expliquez sérieusement que vous avez besoin d'un médicament contre la diarrhée, ils se foutent de votre gueule. C'est la diarrhée. La tenemos todo el año, man, hombre. Donc, c'est un problème de riche, ça, là. Donc, plus à Cuba qu'en République dominicaine, mais bref, merci, Frank, d'avoir porté ça à mon attention. Oui, ben, je trouve que quand même. Là, donc, l'hôtel Sunscape Coco à Punta Cana signale des cas isolés de symptômes de gastro-intestinaux. Donc, c'est ça. L'hôtel a renforcé ses mesures préventives et la majorité des clients profitent normalement de leur séjour. Donc, les inspections sanitaires sont en cours. Oui, il y a des inspections sanitaires qui sont en cours. Je ne sais pas, peut-être le port du masque rectal va être suggéré. C'est un podcast. Hein? Il faut que la semaine finisse. Il reste 3 minutes. Faites un clip. Non, mais attends un peu. Il reste 3 minutes à cette semaine de ce podcast-là, Frank, puis tu as décidé de finir ça comme ça. Là. Écoute, moi, c'est parce que pourquoi je prends ce genre d'exemple-là, c'est qu'on se fait dire à longueur de journée que
c'est pas sérieux, ça, là, les podcasts là, sur Internet, quand même. Là. Fait que, depuis le début, on a parlé de la crise politique en France. Est-ce que Macron va démissionner? Comment il y a une alliance, un guild tacite qui se développe entre quote-unquote, l'extrême gauche et l'extrême droite, l'influence du modèle italien là-dedans, Javier Milei. Et pendant ce temps-là, dans des journaux qui supposément luttent contre la désinformation et les ticounes sur Internet, on parle des diarrhées explosives à Punta Cana. Explosé. Donc, c'est. Ah non, mais ça, écoute, dans la section Amérique, il y a tant à dire, imagine. Amérique, c'est vaste. Hein? Écoute, On va finir avec la plug à Jérôme. Il faut qu'il y aille de toute façon. Fait qu'on va afficher, évidemment. Je vais aller sur Libre Média, retrouver ça. On va bien finir l'année. Offrez-vous ça en cadeau. Oui, exact. Je vais vous l'afficher à l'écran. Là, ça va être assez simple. L'avenir L'avenir des médias et la liberté d'expression, 12 décembre, Ville de Québec. Libre Média, retrouvez l'image de ce côté-là. Il y a 2 images. Il y en a une pour Québec, il y en a une pour Montréal. Vous pouvez acheter des billets. Là, on est sur la scène de Bourgneuf, ici, évidemment. D'habitude, il est sur le côté, mais là, c'est une petite pub. Je vais essayer de réactualiser. On va trouver Montréal. ici. C'est encore celui de Il Québec. était en haut, Montréal. Montréal était en haut. Ah, ça, c'est celui de Montréal. On l'a ici, sur le point de vente, celui-là. Donc, il est en bleu royal, celui de Montréal. Celui-là est pendant le jour au Cabaret C. Oui, parce que ça va permettre aux gens en France de regarder l'événement en direct. Pour eux, ça va être à 17h. OK. Pour nous, c'est à 11h. Puis, c'est une formule quand même qui est éprouvée. Ça libère les gens pour le soir. Donc, pour ceux qui ont un truc de Noël dimanche soir, ben, ça leur permet de venir on est en début d'après-midi, finalement, là, fin d'avant-midi. Non, je suis content, je suis très content. Ça finit bien l'année. Puis, écoute, le thème est tellement central. Je ne sais pas s'il va y avoir des gens des médias traditionnels dans l'assistance pour prendre des notes. Oh, c'est sûr. Oui, peut-être des espions. Peut-être plus en ligne, c'est plus discret. Donc, Oui, Yann c'est ça. Sénéchal va pouvoir leur expliquer comment bâtir un média viable économiquement. Absolument. Écoute, ça sera des leçons à retenir. Merci, Jérôme, d'avoir été là. On renvoie les gens, évidemment, au site web de libremedia.com, le Libre Podcast aussi, dont Yann a parlé au début. Vous avez une série de grands entretiens. J'ai vu que Francis Denis... mais j'ai vu aussi que Francis a fait quelque chose avec Rémi Villemur pour son livre avec Gilles Proulx. En tout cas, vous avez beaucoup de matériel. Christian Rioux, ton entrevue. Christian Rioux, oui, on est rendu quand même à plus de 10 000 visionnements. Ça, mon entrevue avec Rioux à Paris. Non, ça, c'est bon. Parce que quand même, ça détonne forcément avec encore une fois, ce qu'on raconte dans les médias traditionnels. Donc, l'entrevue a été très appréciée, là encore. Donc, allez voir ça. Christian Rioux, quand même, à Paris. C'est 1h07 l'entrevue, donc on a vraiment le temps là, de faire le tour. Yes. Bon, merci tout le monde d'avoir été là et on se reparle bientôt.